Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la base. Alors petit rappel de consignes avant qu'on démarre. Les masques sont obligatoires pendant toute la durée de la conférence, surtout qu'il n'y a pas 1 mètre de distance entre vous, ce qui veut dire interdiction de boire. Il va falloir que vous patientez un petit peu pour aller boire ou que vous sortiez dehors éventuellement. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même prendre quelques minutes pour présenter ce lieu dans lequel nous sommes. Donc vous vous trouvez dans la base, qui est née il y a 1 an et demi. Alors à l'origine, il y a 10 associations qui luttent pour la justice climatique et sociale, qui étaient un peu chacune dans leur coin, qui n'avaient pas forcément de bureau, et qui se sont dit, si on se mettait en commun, on pourrait faire quelque chose de vachement bien. Et donc ici, vous voyez la partie bar, mais dans les étages, il y a les bureaux de ces associations-là, des salles de réunion, espaces de coworking. Donc je ne vais pas lister les associations, parce qu'il y en a 10, mais elles sont indiquées sur le panneau de droite, et puis si vous allez sur le site internet de la base Paris, vous trouverez le nom de toutes ces associations. Alors la base a été conçue comme un accélérateur de la mobilisation citoyenne. L'idée, c'est que chacun et chacune peut s'investir en fonction de ses moyens, quel que soit le temps qu'il a ou ses moyens. Il trouvera un moyen de contribuer à l'action. Donc le moyen le plus simple, peut-être, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est d'assister aux conférences, aux débats qu'on propose. Parce que s'informer, se former, c'est la première étape pour la mobilisation. Vous pouvez aussi contribuer en faisant des donations sur le site de la base Paris, ou tout simplement venir boire des bières ou des coups. Ici, on a une bonne sélection de boissons à prix raisonné. Et voilà. Mais après, vous pouvez aussi aller plus loin. Si l'endroit vous plaît, vous pouvez devenir bénévole, par exemple au bar, pour servir, à la programmation, pour faire des travaux, etc. On a besoin de plein de gens. Et puis si jamais vous devenez bénévole, vous aurez peut-être l'occasion d'aller encore plus loin, parce que vous allez rencontrer plein de monde, notamment des militants des associations qui sont dans les étages au-dessus. Vous allez entendre parler d'actions qui vont être menées. Et peut-être que vous aurez envie de vous investir là-dedans, voire plus tard de proposer des actions qui vous sont chères. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer la mobilisation. Je vais juste prendre 2 minutes pour expliquer comment je suis arrivé à l'idée de cette présentation d'aujourd'hui, de ce débat d'aujourd'hui. Donc ça fait 1 an que je suis bénévole ici, et j'aime bien un peu refaire le monde, discuter avec tout le monde. Et donc je me suis rendu compte, en fait, en discutant avec les bénévoles ici, que la majorité se considère anticapitaliste. Et en fait, ça se voit même dans leurs actions. Il y en a qui vont aller faire, par exemple, des actions de blocage d'Amazon pour empêcher la construction de nouveaux entrepôts. Il y en a qui vont aller bloquer la fabrication d'un nouveau terminal, la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport, etc., etc. Mais lorsque je posais à ces personnes-là la question suivante, c'est quelles sont les alternatives au capitalisme selon vous, selon toi? Il y en a beaucoup qui n'avaient pas vraiment de réponse, qui restaient assez flous dans leurs réponses. Et je pense qu'en tant que militant écolo, on a tout intérêt à se former sur les alternatives au capitalisme. Il se trouve que parmi ces alternatives, il y a le salaire à vie. Et donc c'est pour ça que j'ai invité Damien, qui va nous présenter ce que c'est que le salaire à vie. Donc on peut, en tant que militant écolo, apprendre, je pense, des militants anticapitalistes du salaire à vie. Et l'inverse est vrai aussi, parce que je pense que quel que soit le système qu'on choisira, on ne peut pas avoir, face au défi du réchauffement climatique, on n'a pas le luxe de choisir un système qui ne pense pas à sa relation à l'écologie. Donc je pense aussi que les militants de écolo ont à apporter aux militants du salaire à vie. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un débat entre militants écolo et militants du salaire à vie et voir comment on peut avancer ensemble. Donc je vais laisser la parole à Mathieu qui va faire une introduction historique sur le capitalisme. Alors, bonjour, vous m'entendez? Ouais. Alors, ce ne sera pas vraiment une introduction à l'histoire du capitalisme, parce que sinon ça prendrait peut-être 8-12 heures, mais ça serait juste pour essayer d'accentuer sur un aspect qui est assez capital pour comprendre ensuite son développement, et notamment une chose que vous entendez souvent, c'est révolution industrielle. Alors moi, avant de commencer, j'aimerais juste vous demander, quand je vous dis révolution industrielle, qu'est-ce qui vient là comme ça, un premier mot qui vous vient à l'esprit? Je fais ce test avant, toujours. Machine à vapeur et progrès, etc. Ben, on va pas parler de ça. En fait, on va pas parler de ça parce qu'en fait, on va parler de l'autre aspect, celui qui a été un peu refoulé dans l'histoire de la révolution industrielle. C'est celui du problème lié au commun, aux terres communales qui ont été détruites pour amener à ce qu'on a appelé l'Enclosure Act, dont je vais expliquer les tenants et aboutissants. Donc, au XVIIIe siècle, en Angleterre,
On avait avant quelques terres qui s'appelaient des terres communales, donc c'était des terres qui étaient gérées par un certain nombre d'agriculteurs, de paysans, qui se partageaient un peu les tâches, etc., et qui, disons, sur un certain hectare, essayaient de produire de la nourriture pour leurs besoins. Sauf que, de l'autre côté, en parallèle, il y avait une autre industrie, la manufacture textile, qui commençait à prendre énormément d'ampleur. Et le problème, c'est que ces terres-là, ces terres communales, ce n'est pas de la propriété privée, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Et donc, ça posait énormément de problèmes. Donc, l'idée, ça a été, ce serait pas mal d'utiliser ces terres pour essayer de mettre des moutons à la place du blé pour pouvoir en extraire la laine et que ça puisse être utilisé dans les métiers à tisser, dans les manufactures, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, c'est pas grave, on n'a qu'à les virer. Alors, on n'a qu'à faire un truc qui s'appellera l'Enclosure Act, qui sera, en fait, le principe, c'est simplement de mettre des barrières dans ces terres communales et de faire en sorte de dispatcher un peu les terres entre plusieurs propriétés. Alors ça ce sera telle propriété, ça appartiendra à qui veut l'acheter, etc. Et donc, on finit par monnayer ces terres. Et donc, pour pouvoir produire sur ces terres, il faut les acheter, mais vous pensez bien que les petits paysans qui s'occupaient dans ces terres communales, ils n'étaient pas pleins aux as. Donc la solution, c'était par le crédit. Donc il fallait s'endetter. Donc des petits paysans se sont endettés. Et donc je ne vais pas trop détailler sur ce sujet, mais ça a occasionné des problèmes et de détresse au niveau de l'économie. Donc la seule solution qu'il y avait pour ces personnes qui étaient endettées, pour essayer au moins de pouvoir payer leurs dettes, de pouvoir payer face aux créanciers, c'était d'aller vendre leur force de travail à l'usine. Il y a ça, donc ça c'est par la voie légale, mais on peut le faire aussi par la voie un peu plus directe, un peu plus violente. En Écosse, notamment en Écosse, on a simplement détruit les terres agricoles qui appartenaient au commun, et on a détruit les maisons de ces mêmes paysans qui habitaient dans ces terres pour éviter qu'ils reviennent. Parce que sinon, c'est pas du jeu. Il ne faut pas qu'ils reviennent. Il faut qu'ils deviennent sans terre et donc qu'il n'ait aucune autre obligation que celle d'aller sur le marché du travail et donc de vendre leur force du travail. Dans tous les cas, on voit qu'il y a toujours le schéma, c'est un schéma qui est assez récurrent à ce moment-là, dans cette époque. C'est d'abord expropriation des terres, qui a pour effet de prolétariser une partie de la population qui est obligée de vendre sa force de travail, qui crée une dépendance au marché qui, pour tout un chacun. Et après, c'est comme ça qu'on arrive à une marchandisation de la société. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à une marchandisation de la société. Donc qu'est-ce que nous dit en fait finalement cet événement historique? Deux choses à retenir. C'est déjà, ça nous apprend ce que c'est que le capital. Alors le capital, qu'est-ce que c'est? Le capital, c'est certes l'argent, on va dire, quand on place du capital pour investir dans quelque chose, mais c'est aussi un rapport de force. C'est un rapport de force, c'est un rapport social entre ceux qui possèdent et ceux qui sont obligés de vendre leur force de travail pour vivre. Et la deuxième chose, pour terminer, c'est sur l'aspect écologique. Et il faut comprendre qu'à la Renaissance, en fait, le rapport qu'on avait à la nature, c'était un rapport qui était beaucoup plus une relation comme si la nature était pensée presque comme une mère nourricière. Donc il fallait la protéger, il ne fallait pas faire n'importe quoi avec. À partir du XVIIIe siècle, on commence à avoir une vision de la vie qui est plus mécaniciste. C'est-à-dire, cette fois, la nature, elle n'est pas là pour la protéger. On va dire qu'il faut la connaître, c'est vrai, mais c'est pour l'exploiter. Et donc, la révolution industrielle a permis de penser la nature comme une ressource à exploiter. Et le territoire, c'est donc devenu, non pas... on ne la pense plus non plus dans sa valeur d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire de cette terre, mais comment est-ce qu'on peut mettre en valeur cette terre, ce territoire, pour ensuite passer à la marchandisation. Merci. Merci Mathieu pour cette introduction. Du coup, Marie, je vais te laisser la parole. Donc, tu es porte-parole d'Alternativa et d'ANV COP21. Donc, tu es militante. Alors, quand on a préparé cette présentation, on s'était dit qu'on allait essayer de rien mettre sous le tapis, de ne pas mettre sous le tapis les limitations des actions qu'on fait, voire les contradictions qu'on peut avoir. Donc, est-ce que tu peux déjà présenter les associations,
parler du rapport qu'il y a par rapport au capitalisme, et puis éventuellement parler des limites dans ces actions-là. Voilà. Ouais. Ça fonctionne, ouais. Ok. Donc moi je fais partie d'Alternativa et de ANV COP 21. ANV COP 21 c'est Action non violente COP 21, qui sont les deux branches d'une même organisation. Alternativa ça a été fondé en 2013 sur un constat simple qui était que le dérèglement climatique il s'accélère et qu'il faut agir maintenant si on veut se garantir des conditions d'existence vivables sur Terre à moyen terme, et donc que c'est le moment d'agir. 1, 2, ok. Oui, ok. En fait, il faut vraiment que je le colle au masque. Donc, ouais, l'association a été fondée sur... Le groupe citoyen a été fondé sur ce constat-là. Et dans ses modes d'action, il est un peu en dualité, parce qu'on a toute une première branche qui va consister à analyser le système, à le dénoncer et à s'élever contre, donc à aller s'opposer directement à des grands projets climaticides, à dénoncer des multinationales qui ont des pratiques qui sont complètement crapuleuses. Et l'autre point qui est aussi extrêmement important, c'est celui des solutions. Et c'est pour ça que le salaire à vie, il est aussi hyper important pour nous en tant que militants écolos, même si ce n'est pas un sujet qu'on porte. C'est parce que c'est une alternative crédible au capitalisme. Et donc, à ce titre-là, c'est quelque chose que nous, on doit penser. Côté écologie, on a évidemment un problème avec le capitalisme. Je ne vais peut-être pas refaire toute l'histoire, mais le capitalisme, il faut générer du profit pour rémunérer le capital. Et pour générer du profit, il faut être dans une société de croissance. Donc on a essayé de nous vendre pendant très longtemps le fait qu'on allait pouvoir faire de la croissance verte, de la croissance sociale, capitalisme social, tout ça, c'est des mots qui reviennent beaucoup. On ne sait pas faire, il n'y a pas de découplage à l'heure actuelle des émissions et de la croissance, donc on a un véritable problème avec ça, qui s'ajoute avec à toutes les dynamiques de consommation effrénée, ouais, on n'entend pas super, désolé, qui s'ajoute en fait à tout ce sur quoi le capitalisme repose, donc l'individualisme, la consommation qui est induite par la pub, le travail salarié sur lequel du coup on va revenir. Mais voilà. Quelque chose d'important à comprendre aussi, je vais peut-être du coup compléter ce que tu disais sur l'histoire de la machine à vapeur. Historiquement, le capitalisme, enfin l'extraction des énergies fossiles qui nous a foutus dans la situation dans laquelle on est maintenant, c'est pas une décision qui a été prise unanimement en débat démocratique par l'humanité. C'est une décision de propriétaire à un moment donné, en Angleterre en l'occurrence. La machine à vapeur, il y a un historien qui s'appelle Andreas Malm qui en parle très bien et qui dit que la machine à vapeur, on n'était pas obligé de l'utiliser. On avait deux technologies à disposition pour faire fonctionner les métiers à tisser. Le premier, c'était la force hydraulique, donc ça fonctionnait à la chute d'eau, nickel, tranquille. Et le deuxième, c'était du coup d'aller brûler du charbon. Brûler du charbon, pendant très longtemps, ça n'a pas pris parce qu'en fait, c'était hyper cher. Il fallait extraire le charbon. Ça coûtait beaucoup plus cher que d'exploiter une source d'eau qui coulait naturellement. Et en fait, ce qui a peu à peu changé le paradigme et poussé les industriels à se saisir de la question du charbon, c'est vraiment le fait que, en fait, c'était plus facile parce que le charbon pouvait fonctionner n'importe où. Et en particulier, c'était beaucoup plus facile parce que le charbon, on pouvait le foutre dans les villes, là où était la main-d'œuvre industrieuse, donc les gens qui culturellement étaient obligés et étaient habitués à vendre leur force de travail. Donc il y avait des rapports d'exploitation de la main-d'œuvre qui étaient beaucoup plus faciles grâce à ça. Donc je vais peut-être clore là-dessus sur la parenthèse historique et parler un peu plus directement de nous, comment dans le mouvement écolo, on a ce rapport au salaire et au travail, qui est une question qui revient tout le temps en fait. Parce que dès qu'on part s'opposer à un acteur climaticide, on va avoir cette question de l'emploi qui va venir immédiatement. Vous avez Amazon pendant le confinement qui a été interdit d'exercer parce qu'ils ne garantissaient pas la sécurité sanitaire de leurs salariés pendant quelques semaines. Et leur première réaction face à ça, ça a été de dire non mais nous, on va faire... Ils ont fait une espèce de chantage à l'emploi sur Twitter en disant mais vous pensez à toutes ces pauvres TPE qui ne vont pas pouvoir se développer, à tous nos salariés, ça aura sûrement des conséquences. Si Amazon ne se développe pas en France, ça va peut-être être ailleurs, etc. Donc on a vraiment cette question de l'emploi qui revient tout le temps et n'importe quel acteur climaticide que vous attaquez va être en fait amené à vous répondre ce genre de choses et à vous dire mais vous pensez à ces centaines de milliers d'emplois que moi je pourvois. Et c'est hyper difficile de se libérer de cette question-là parce qu'en fait, on est dans une société où la valeur travaille et le travail qui génère de la valeur, c'est pas n'importe quel travail, c'est un travail bien précis, c'est un travail qui est dans un rapport de salariat capitaliste. Et
Et donc, on ne va pas du tout avoir les mêmes définitions de ce qui fait la valeur. Si je prends un exemple précis sur Alternativa, on a inventé cette espèce de néologisme de chôme-activiste, donc les militants qui sont au chômage et qui vont militer pendant 1 an, 2 ans, tout ça. Le problème, c'est que ça ne tient pas... J'en vois dans la salle. Le problème, c'est que ça ne tient pas éternellement, parce qu'en fait, on se retrouve très rapidement soit en précarité, et du coup, obligé de bricoler. Des fois, ça tient sur des solidarités, sur ce qui reste encore des bénéfices sociaux. Mais ça nous pousse dans des logiques qui font que très rapidement, on est souvent intégré de retourner vendre notre force de travail dans le système classique. Et c'est quand même quelque chose d'assez particulier que les militants qui vont développer des vraies compétences en logistique, en communication, en stratégie, toute la valeur de ce travail-là qu'ils produisent et qui vivent, dans notre cas à Alternativa, essayer de militer pour des conditions de vie décentes sur Terre, ça, ce soit pas du tout quelque chose qui soit reconnu comme un travail de valeur. On n'est pas dans le PIB, donc on n'existe pas et on n'est pas quelque chose qui génère des revenus. Si on pouvait proposer une solution et arriver en disant mais on a un salaire à vie, ça changerait complètement le rapport de force avec les acteurs climaticides. On ne serait plus du tout dans le même chantage à l'emploi, on n'aurait plus le même rapport quand on arriverait en rendez-vous plaidoyer avec des députés. On ne se verrait plus du tout répondre les mêmes choses de non mais excusez-nous, mais bon, vous pensez bien que l'emploi ça va être compliqué. Et ce serait quelque chose qui changerait complètement les revendications qu'on pourrait porter et la force avec lesquelles on pourrait les imposer politiquement. Et le dernier truc sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est le fait que la Convention citoyenne, récemment, donc les 150 citoyens, ils avaient essayé de proposer une mesure qui n'était pas hyper ambitieuse, qui était juste on réduit à 28 heures le temps de travail qui va être exercé au sein de la société pour partager le temps de travail et pour essayer de faire en sorte que chacune se retrouve avec un revenu et qu'on fasse baisser le chômage. Et en fait, cette mesure-là n'a même pas été jusqu'à être proposée au président parce que les membres de la Convention citoyenne se sont auto-censurés là-dessus. J'avais noté 2-3 trucs parce que je trouve que les phrases sont quand même assez parlantes, mais des déclarations des citoyens qui disaient le partage c'est beau, mais avec la crise actuelle c'est pas possible. Moi j'ai travaillé toute ma vie 50 heures par semaine en élevant seul 2 enfants. C'est toujours les mêmes qui travaillent moins, toujours les mêmes qui travaillent plus et en plus pour un salaire minable. Et il y a un autre citoyen qui dit c'est complètement déconnecté de la réalité et indéfendable dans le contexte actuel. Cette mesure discrédite la Convention, c'est donner le bâton pour se faire battre. Donc c'est même pas que ils disent que la mesure n'a pas de sens, c'est juste qu'ils disent que c'est tellement inimaginable de renverser, d'oser remettre en question la valeur travail que c'est quelque chose qui va être un impensé total. Tout ça pour dire que dans les mouvements écolos aussi, on a intérêt à s'intéresser au salaire à vie et du coup, je vais laisser Damien compléter. Je me présente. Merci Marie pour ce brillant plaidoyer pour le salaire à vie. m'a piqué tous mes arguments. Donc, moi, je suis Damien. Là, j'interviens en tant que militant à l'association Salaire à Vie, qui milite en Ile-de-France et en France pour faire connaître un peu ses idées sur ce qu'est le salaire à vie et surtout, au départ, c'est ce que vous venez de faire tous les deux, expliquer ce que c'est le capital, parce que le salaire à vie se définit comme une alternative. Encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle du capitalisme. Alors moi j'aime bien, celui qui le résume bien, le capitalisme, je trouve, c'est Sergio Leone, quand il dit que le monde se divise en deux catégories, ceux qui tiennent un flingue chargé et ceux qui creusent. Et nous, là, à quelques rares exceptions, on creuse tous. Ceux qui tiennent le flingue chargé, ils ne sont pas beaucoup. Alors, vous avez aussi repris tous les deux que le capitalisme, c'est un gigantesque chantage à l'emploi, c'est clair, et que ça pose et que ça borne comme ça la manière de concevoir la vie. Et tu disais aussi que c'est un rapport social, donc je vais revenir dessus. Le capital, c'est pas juste du pognon quelque part détenu par quelques-uns, c'est plus que ça. C'est quelques-uns contre une petite minorité qui détient ce qu'on appelle les moyens de production, concrètement les immeubles, les usines, les machines, les brevets, les data centers, les réseaux. Enfin, c'est pas juste les usines avec les toits à pointe. C'est tout ça, les moyens de production, tout ce qui permet de travailler, on va y revenir, et qui vit des rentes, du profit que va lui procurer le fait d'être propriétaire de ce truc-là. Sauf que ce truc-là, le capital, ces moyens de production, pour générer du profit, du fric, de la richesse, il faut qu'il soit utilisé par d'autres, la majorité.
la majorité va s'activer, on va aller travailler pour mettre dans des usines, sur des micros, etc., en utilisant des brevets à qui on va verser des royalties, pour bosser pour principalement fabriquer des trucs utiles ou plus ou moins utiles, peu importe, destinés à être vendus. Voilà, c'est ce que Mathieu appelait des marchandises. Voilà, excuse-moi. Et du coup, le capitalisme, les capitalistes, les propriétaires, quand je dis les propriétaires, c'est pas toi qui possèdes ton appart, hein, c'est les propriétaires de choses, des moyens de production, de quelque chose dont on va pouvoir utiliser la force de travail d'un autre pour le mettre en valeur. Ces propriétaires, comme ils tirent leur revenu de la détention de ce capital et qu'il faut bien que les autres s'activent, il y a une espèce de deal qui, et on le sait tous quand on a fait un job, quel qu'il soit, de deal qui se fait, de deal hyper déséquilibré, qui est je te file du pognon, un salaire capitaliste comme tu disais, mais en échange, toi le salarié, t'as deux trucs. C'est que tu vas abdiquer, renoncer à tout droit, toute décision, toute critique sur la production, sur ce que je vais produire, ce que je vais vendre, dans quelle finalité je vais fabriquer des biens ou des services. Tu n'as pas ton mot à dire. Mais en échange, je te file un salaire et tu n'as pas à t'occuper de l'organisation non plus. C'est-à-dire que je suis propriétaire capitaliste, je m'occupe de tout. Je fais pas rien, c'est pas juste une rente dorée sur les îles. C'est ça le contrat, hyper déséquilibré. Pourquoi c'est déséquilibré ? Parce qu'on est la majorité et tel que sont posés les termes du débat, dans notre société où on n'est plus effectivement, il y a quelques siècles où on possède un lopin de terre et on pourrait vivre en autarcie, dans nos sociétés complexes à travail hyper divisé, on est obligé, pour subvenir à nos besoins, d'en passer par un emploi, quoi. Il n'y a pas trop le choix, quoi. À moins de gagner au loto, il va falloir qu'on aille, sauf si on est propriétaire et rentier, se vendre sur le marché du travail, trouver un emploi et accepter. Alors on va essayer de trouver un job qui correspond plus à nos valeurs et qui rémunère bien notre travail, mais enfin on va devoir accepter de renoncer au pouvoir de décision sur ce qu'on fait, de renoncer à la finalité de ce qu'on fait. En échange, on va pouvoir bouffer, quoi, plus ou moins bien. Et c'est dans ce rapport-là que nous enferme le capitalisme. Alors, sauf que les propriétaires, les capitalistes, une fois qu'ils ont dit ça, ils ont pas fini. C'est qu'entre eux, ils sont en concurrence. Il faut qu'ils maintiennent. Il n'y a pas un gros capitaliste qui possède la planète. Ils sont un petit paquet d'îlots comme ça. Et ils sont en concurrence entre eux parce que, comme je le disais, pour vivre de leur capital, de leur rente, pour tirer du profit de leur moyen de production, il va falloir du coup qu'ils vendent des trucs, des marchandises, qu'ils les écoulent. Donc il va falloir comme ça comme ils sont en concurrence, qu'ils trouvent des acheteurs, et donc c'est la loi du marché, qu'ils essaient de baisser les coûts de fabrication pour en vendre le maximum. Donc baisser les coûts de fabrication pour un capitaliste, c'est les coûts. En gros, c'est les matières premières et c'est le travail humain, puisque le travail humain pour le capitaliste, c'est un coût, quoi, c'est une dépense. Donc ils vont faire pression là-dessus, ils vont essayer de diminuer les emplois, ce qui en tant que tel, on y reviendra, est plutôt une bonne chose dans certains cas. Et puis surtout, comme ils sont en compétition, il va falloir qu'ils trouvent de nouveaux marchés, quoi. Qu'ils créent des besoins plus ou moins artificiels. Il y a les besoins immédiats qu'on a parfois socialisés dans les impôts, etc. Mais il va falloir qu'ils créent des besoins, qu'ils trouvent des débouchés, donc qu'ils fassent rentrer dans la sphère des marchandises un tas de trucs qui n'avaient rien à y faire. Privatiser l'eau, privatiser l'air, privatiser la terre. Il va falloir qu'on fasse rentrer dans cette logique un tas de trucs, parce que du coup, si c'est un truc marchand, c'est-à-dire un truc qui peut se vendre et s'acheter, le capitaliste, s'il le possède, il va pouvoir prendre à chaque fois un peu de pognon. Donc ils vont essayer d'étendre cette sphère de marchandises et se faire la guerre entre eux. Et avec toujours comme variable d'ajustement les coûts intermédiaires et le coût du travail. Leur seule finalité, et c'est logique, c'est pas une question de méchanceté, ce sont des êtres humains mauvais et on serait nous la majorité des êtres bons, c'est simplement pour se maintenir et maintenir le revenu, ils n'ont pas le choix d'en passer par là. Et c'est sans fin, la finalité, c'est vendre des trucs, parce que c'est en vendant des trucs qu'on tire du profit, et en vend toujours davantage, parce que les coûts sont toujours à la baisse, et en cramant comme ça petit à petit, comme disait Marx, et la planète et les hommes. Ça finit par nous épuiser. Donc bon, voilà où on en est rendu avec le capitalisme. Et du coup, comment on en sort, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme alternative ? Et c'est là-dessus qu'il faut revenir sur la question de la propriété lucrative et de la décision. Je disais, le deal, c'est on renonce à tout droit sur la production. Le salaire à vie, ça commence par dire non. Non, on voit bien dans quelle logique cette finalité absurde nous amène. Les capitalistes eux-mêmes le voient, qui ravagent de plus en plus.
mais en même temps coincés dans leur idée d'il faut vendre des trucs toujours, il n'y a que l'emploi qui produit de la valeur et il faut en passer par l'emploi pour payer du travail. Ils sont coincés. Ils ont réduit le travail à simplement le salaire qu'on verse dans le cadre d'un emploi. Mais comme en même temps, ils veulent réduire le coût du travail et donc diminuer le nombre d'emplois, ils sont un peu coincés. Donc le serpent se mord la queue. Ce que pose le salaire à vie, c'est on va décider de ce qu'on produit collectivement. Et là, j'apporte pas une solution clé en main. Mais en gros, c'est pas la minorité qui va décider de ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, et nous qui allons œuvrer pour ça. C'est à la majorité de le définir et de s'organiser pour. Première chose. La deuxième chose qu'on pose quand on défend le salaire à vie, c'est que le travail humain, il n'est pas réductible à l'emploi. C'est pas parce que tu es dans un emploi, dans une usine, que tu es payé pour fabriquer un truc qui se vend, que tu travailles. Le travail, c'est pas que ça. Et comme tu disais, un peu le logiciel, la matrice de réflexion du capitalisme, on est né dedans. Hein. Moi, le premier, j'étais coincé dans l'impasse. Ah, il faut un emploi parce que du coup, il faut défendre les emplois. C'est l'emploi qui te file un salaire. Si tu n'es pas dans l'emploi, tu fais peut-être des activités, des trucs utiles, plus ou moins, mais enfin, ça compte pas, quoi. Ça compte pas. C'est pas rémunéré. Tu produis pas de valeur, entre guillemets. C'est sympa, c'est utile. Et du coup, il faut sortir de là. Et ce qu'on pose dans l'affirmation d'un salaire à vie, c'est que le travail, c'est pas réductible à ce qu'on fait, à l'activité qu'on fait dans le cadre d'un emploi. Que ce soit un emploi public d'ailleurs ou un emploi marchand. C'est autre chose. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait, cette conférence-là, toi, tu as dit que tu étais bénévole. À ce que je sache, on n'est pas payé pour y être. Sinon, ça vous coûterait de pouvoir y rentrer. Mais bon, dans le système capitaliste, si tu factures un droit d'entrée à la base là, et que tu nous rémunères, on a un emploi, quoi. Donc on travaille. Pour le capitalisme, on travaille. Là, on travaille pas. Là, on se fait un truc entre potes. Mais pour le capitalisme, voilà. Mais si on est payé, s'il y a un rapport marchand qui s'installe entre nous, c'est du travail. Non, le travail, ce qu'on pose, et là, c'est politique ce qu'on pose. C'est pas ça. Le travail, c'est une activité humaine, plus ou moins utile, mais c'est pas juste quand c'est dans un rapport marchand qu'elle s'exerce. Aujourd'hui, cette conférence qu'on donne, c'est du travail. Et d'ailleurs, si on peut la donner, c'est bien qu'on a, moi en tous les cas, et vous, toi aussi et toi bientôt, c'est bien qu'on touche un salaire par ailleurs qui nous permet de consacrer du temps à ça. Il y a d'autres exemples comme ça sur la sphère du bénévolat et ce qu'on peut appeler le travail invisible. Je fais un café pour des amis chez moi, c'est pas du travail. Je le prends au bar, c'est du boulot parce qu'il y a un rapport marchand. Je passe l'aspirateur, c'est pas du boulot, c'est domestique. J'embauche quelqu'un pour le faire, c'est du travail. Non, je veux dire, non, dans les deux cas, c'est du travail. Il y a un tas d'exemples comme ça où on voit bien que le travail humain, c'est bien plus large. Je suis dans une asso, je suis bénévole, c'est pas du travail. Je suis salarié, c'est du travail. Ça vaut rien. Enfin, cette définition réduite du travail qui serait que dans l'emploi, elle tient pas la route, quoi. Il n'y a pas que la validation du marché, il n'y a pas que quand un truc se vend et que du coup l'employeur verse un salaire à quelqu'un qui a œuvré, que c'est du travail. Le travail, c'est beaucoup plus large que ça. En tous les cas, c'est ce qu'on pose. Et surtout, ça c'est un des éléments du capitalisme, le capitalisme veut réduire le travail autant qu'on y consacre. C'est même pas, par exemple, tiens, Marie, tu as bien bossé, tu as eu une super idée dans ta boîte, là où il te fallait 6 mois pour pondre un machin, putain, tu as arrivé à le faire en 1 mois, bien joué. Par contre, tu l'as fait en 1 mois, je te paie juste 1 mois, quoi. Non, le gain de productivité, là, ça devrait se traduire par je ne travaille pas pendant 5 mois. Enfin, ou collectivement, on peut travailler moins. Non, le capitaliste dit non, en plus, je vous paye non seulement pour faire du profit pour mon compte, mais en plus, c'est autant de travail que vous y passez. Complètement con, complètement absurde. Je reviens juste sur l'emploi et je termine là. Cette logique que tu disais de limite des luttes, et je reviens sur l'écologie, ce que vous avez bien dit, tu l'as bien dit aussi, Marie, le capitalisme ne se soucie pas de ce qu'il produit, comment il produit, sa logique c'est de faire du profit, et donc il massacre la planète, on le voit tous les jours. Mais du coup, avec ce chantage à l'emploi, c'est compliqué. Parce que du coup, qu'est-ce que tu vas dire à Total ou Monsanto, aux salariés de Monsanto? Tu vas leur dire, on a tous délibéré, les Français sont majoritairement contre le poison et le glyphosate. Il va te dire, ouais, et les 4000 salariés, ils sont chômeurs. J'ai envie de dire, s'ils touchaient un salaire quand même, mais sans aller produire du poison, qu'est-ce qui se passe? Il y a drame. On l'a vu là pendant 2-3 mois, il y a des activités qui ont été à l'arrêt, mais totalement. Est-ce qu'on a demandé aux gens de se suicider? Non. Ils ont touché un salaire. Enfin, ça a été l'État. Alors, l'État a été appelé à la rescousse, tout ce qu'on veut, mais enfin, collectivement, on a donné les moyens de vivre à tout le monde, évidemment. Est-ce que la planète s'en est plus mal portée?
Bon, apparemment, la dette écologique s'est améliorée, donc je n'ai pas le sentiment non plus. Donc voilà, le salaire à vie, je ne vais pas aller plus loin et on verra avec les questions, mais il affirme clairement que le travail, ce n'est pas réductible à de l'emploi et que dans le deal capitaliste, je renonce à mon droit sur la production et je touche un revenu. Il dit non, je touche un salaire, il définit ma personne, c'est un droit politique, tout le monde l'a. Mais en contrepartie, c'est un peu moins confort, entre guillemets, que le capitalisme, c'est qu'il va falloir s'auto-organiser sur tout ce qu'on fait. Parce qu'on est quand même bien content là d'avoir l'électricité, des micros qu'on a achetés chez Carrefour ou je sais pas où. C'est confort, les capitalistes qui règlent tout. Hein. C'est vrai, on ne va pas se plaindre de notre confort. Si on renonce à ça, il va falloir qu'on s'organise à différentes échelles pour produire autrement. Voilà, j'arrête. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'on peut prendre un petit moment pour des questions du public sur le salaire à vie spécifiquement, pas forcément son rapport à l'écologie dans un premier temps. Mais voilà, l'idée c'est vraiment qu'on débatte ensemble. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Moi, c'était pas spécialement pour une question, mais c'était plus pour une interpellation. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans le salaire à vie, c'est qu'il introduit la socialisation et aussi la responsabilité. Aujourd'hui, dans le monde capitaliste, quand on signe un contrat de travail, quand on est employé par une entreprise, on ne renonce pas non seulement à notre moyen de décision sur la production, mais sur la responsabilité de ce qu'on produit. Par exemple, quelqu'un qui fabrique des armes ou des bombes, un ouvrier, il pourra toujours dire « j'ai besoin de ça pour vivre ». Et je ne décide pas de ma production. Pour moi, l'idée la plus intéressante dans le salaire à vie et aussi ce qui nous permettra de sortir de la crise écologique, c'est de responsabiliser un maximum de personnes sur ce qu'ils produisent pour leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de détruire la planète. Par exemple, si quelqu'un travaille pour Total qui détruit les forêts indonésiennes, par exemple, et qu'on lui dit tu as pris la décision dans ton entreprise, tu as voté pour avoir ce type de moyens de production, tu es responsable de la crise écologique. Et donc, en fait, le mode de capitalisme aujourd'hui nous amène dans un espèce de confort où plus personne n'est responsable de rien. Même un PDG d'une grande société va vous dire je rends des comptes à des actionnaires. Et ces actionnaires-là, ce sont des hedge funds, ce sont des grands fonds d'investissement qui, au final, les dirigeants de hedge funds et de fonds d'investissement vont dire « j'ai des pensionnaires et je dois en tenir compte ». Donc, pour moi, un des points cruciaux qu'il y a pour changer la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est la responsabilité. Et c'est en responsabilisant les gens sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils produisent, et c'est ce qu'amène le salaire à vie, qui nous permettra de sortir de la crise écologique. Merci. Est-ce que vous voulez commenter Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commenter ? Non, je voyais qu'il y a des questions encore. Oui, c'est tout à fait une réponse à ce dont vous venez de parler, mais en fait, c'est plutôt une critique de ça. En fait, quand on parle de responsabilisation et de la question du choix en fait, des personnes individuellement dans la production des biens et des énergies, justement, en fait, ça va tout de suite, je pense à un exemple très précis, c'est par exemple le nucléaire. Aujourd'hui, on n'a absolument pas le choix par rapport au nucléaire. On n'a pas de meilleure manière de créer de l'énergie. On peut faire autant de recherches qu'on veut et ça va prendre beaucoup de temps, j'espère évidemment. Et je prie pour qu'on trouve une meilleure solution, c'est évident. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de meilleure solution. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on dirait de la personne, qui voudrait travailler par exemple dans le nucléaire ? Et qui voudrait être responsable de travailler dans le nucléaire alors qu'on en a besoin aujourd'hui ? Donc je trouve que c'est une limite déjà, la première chose à laquelle... Voilà, je sais pas trop comment aller plus loin, mais... Je réagis. Du coup, ouais, l'idée du salaire à vie, c'est clair, c'est ça, c'est que à partir du moment où déjà tout le monde politiquement majeur touche un salaire inconditionnel, pas de sujet, pas cumulatif si on est déjà rentier non plus, faut pas déconner. Mais tout le monde touche un salaire, donc déjà on a assuré notre survie. Donc, je pense que vous le voyez dans les militants écolos, et c'était un des slogans des Gilets jaunes, dans les convergences, fin du monde, fin de mois. Je veux dire, effectivement, quand demain n'est pas assuré, on n'a même pas l'idée de se poser la question de la planète dans 6 mois ou dans 20 ans. Il n'y a pas de sujet.
l'idée du salaire à vie, c'est effectivement tous ces jobs-là, avec lesquels on n'est pas d'accord. Individuellement, d'ailleurs, il y en a qui sont peut-être d'accord avec le nucléaire, etc., en disant, il y a peut-être... non, mais avec ou qui ne sont pas d'accord pour renoncer au confort qu'amène le nucléaire, là c'est un autre sujet. Mais effectivement, il va falloir trouver des gens qui y vont. Donc, de deux choses l'une, pour trouver des gens pour faire tourner une centrale. Soit on se dit tous, là, il n'y a plus d'électricité, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on trouve quelqu'un pour y aller quand même, et donc, comme on va pas lui mettre un flingue sur la tempe, il va falloir certainement peut-être le payer très cher. Ou en tous les cas, collectivement, se dire, j'en sais rien, il va falloir se faire un tour de rôle obligatoire, quoi. Soit on dit, non, on n'en veut vraiment pas, mais il y a des gens qui ont réfléchi à la question, et on peut produire peut-être pour l'énergie autrement. Et puis surtout, c'est toujours l'argument, le nucléaire, on ne peut pas s'en passer, si on l'enlève, il n'y a rien qui peut compenser. Oui, non, mais il n'y a peut-être pas à compenser, justement. Aujourd'hui, la consommation électrique qu'on a, vous enlevez tous les panneaux pubs là, dans Paris, vous enlevez tout ce qui tourne pour rien, là. Si on réduit ces besoins-là en se mettant d'accord, à quoi on renonce? On va peut-être pas non plus faire des coupes dans la journée dans son appart, parce qu'on est content d'avoir Internet et la lumière à H24, mais enfin... Pardon? Oui, non mais voilà, on va peut-être se dire sur quoi on se met d'accord comme étant indispensable, on jauge, et puis du coup, qu'est-ce qu'on dégage comme étant complètement finalement nuisible ou dispensable? Et là, on voit si on a encore besoin du nucléaire et à quelle hauteur. Mais du coup, on a eu l'obligation de se poser la question, l'obligation de se trouver une solution, sinon il n'y a plus de lumière, et le temps pour... Aujourd'hui, le capitalisme, il ne nous laisse aucun de ces trois-là. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas forcément le temps pour acquérir cette connaissance, et en tous les cas, vous n'avez même pas les moyens ni le temps de vous organiser pour en parler. Ce n'est pas votre sujet. Des gens vont penser à votre place. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir, on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà, l'idée du salarié, c'est d'affirmer ça, clairement. Je voudrais juste revenir sur la remarque que tu faisais, et aussi en fait sur l'importance que les associations écologiques peuvent avoir aussi si jamais on arrivait au salaire à vie. Parce que cette responsabilisation, il faut que les gens soient informés aussi parce que c'est assez facile d'oublier que quand on achète un téléphone ou une batterie, il y a des mines où les choses sont extraites. Et donc je pense vraiment que les associations écolos aussi auraient tout leur rôle à jouer pour la sensibilisation et l'information dans un monde dans lequel on aurait choisi le salaire à vie. Je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je sais pas, sur l'exemple spécifique du nucléaire, je pense que c'est ce que tu disais de toute façon. Il y a on a déjà il y a tous les partisans des low-tech qui chiffrent précisément comment revenir à des scénarios qui n'exigent pas de faire fonctionner des centrales. Tout ça, c'est des choses qui existent déjà. Mais je pense que c'est ce que tu dis. On est obligé de se poser la question et donc on va être obligé de faire des choix collectifs. Donc on ne sera plus dans une logique de confort de ça fonctionne comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, je tiens ça à distance et je m'arrange là-dessus avec ma conscience. Mais voilà, on sera dans une logique, on sera forcé de se pencher sur le sujet. Du coup, j'aimerais rebondir là sur cette notion là vis-à-vis du nucléaire, à la complexité du système, on fait des choix collectifs, etc. Très bien. Mais à un moment donné, par exemple, la Convention citoyenne, elle a proposé de supprimer les affichages lumineux dans les gares et les trains, dans les gares et les stations. Ok, très bien, ça paraît être un choix raisonnable, c'est facile, faisons-le. Sauf que bon, je bosse au ministère de l'écologie, j'ai vu passer le truc. Et en fait, on se dit, ah oui, mais en fait, ça va coûter à la SNCF, à la RATP, parce qu'ils n'auront pas les mêmes recettes publicitaires. Donc, comment on compense le truc? Et en fait, ça, c'est juste un petit exemple. Mais en fait, le système est ultra complexe. Et donc, est-ce que collectivement, on est vraiment capable de faire des choix éclairés? Sachant que là, il y a toute une administration déjà faite de milliers de fonctionnaires qui peuvent réfléchir aux questions. Mais en fait, c'est quand même pas simple du tout, en fait. Donc, comment concrètement on peut faire C'est clair que c'est pas simple, mais en fait, on n'a pas le choix, dans le sens où là, on est déjà en train d'aller dans le mur. Donc, en fait, rien ne garantit qu'on va y arriver, rien ne garantit. En fait, le salaire à vie, c'est pas une garantie qu'ensuite on sera dans un monde qui sera écologiquement viable. On va peut-être pas réussir à prendre toutes les décisions collectivement, mais si jamais on reste dans le système dans lequel on est actuellement, on est sûr de foncer dans le mur. Donc, ce que ça nous donne, c'est une chance de réfléchir collectivement, de réfléchir démocratiquement, dans des logiques qui soient libérées de celle de la rentabilité et du profit pour nourrir le capital.
Si la RATP n'avait pas besoin de se poser la question de générer des profits et était simplement dans une logique de service public, on aurait des situations qui déjà seraient moins complexes. Et oui, le système actuel, il est hyper complexe et c'est ça qui le rend aussi dangereux. C'est toutes les logiques d'imbrication des différentes sphères et du fait que quand ça déconne d'un côté, ça risque d'être hyper dangereux de l'autre. Mais c'est ce que tu disais, le salaire à vie, c'est pas une solution clé en main. C'est juste une chance d'avoir des débats et de pouvoir décider collectivement de ce qu'on produit et comment on le produit. Ouais, j'aime bien cet exemple du train ou peu importe, des transports. Pour moi, il se pose déjà ce sujet, il revient par la fenêtre et le capitalisme a du mal à le foutre dehors. C'est que la première chose qu'on va devoir se poser, c'est le salaire à vie est compatible avec le marché. Le marché, j'ai rien contre. C'est changer des trucs. Je suis pas pour un retour à l'Union soviétique où c'est l'État ou le ministère de l'écologie qui va fixer tous les tarifs de tout. Non. Par contre, et on s'est déjà mis d'accord là-dessus il y a quelques siècles et puis encore plus après-guerre avec la création de la Sécu. Il y a des sphères dans l'économie, l'économie étant le travail, notre activité commune, sur lesquelles on a dit c'est le marché, c'est pas le bon allocataire pour répartir un peu la ressource entre l'offre et la demande et les besoins. Il y a des trucs, on a dit, c'est gratuit, quoi. Alors il n'y a rien de gratuit, mais on a dit il y a des trucs, on mutualise tout au départ, par exemple dans l'impôt, et ça sera gratuit. Les routes. Les routes, est-ce qu'on demande à chaque automobiliste ou vélo de payer la consommation de ses mètres linéaires de route qu'il a utilisé? Non. Le périph' sur lequel roulent les 4x4, on ne leur demande pas aux 4x4 de payer. Il a un coût, ce périph' à entretenir. On l'a dit, il est gratuit. Mais non, on a dit, son usage ne fera pas l'objet d'un rapport marchand entre chaque utilisateur, mais au global, on a décidé d'affecter dans notre travail une richesse de fonctionnaires, par exemple, de la route, qui vont le faire. On s'est mis comme ça. Eux, ils vont faire un travail dans un truc pas marchand, mais enfin, globalement, ils toucheront quand même un salaire. Donc, qu'est-ce que c'est le gratuit? Ensuite, ça, c'est le gratuit national d'État. Alors, il est compliqué à atteindre, mais il a la force de pouvoir atteindre rapidement, et si tu es dans un ministère, tu sais ce que c'est, une décision qui va affecter tout le territoire. Si demain on dit le TGV gratuit, quoi. Demain on dit on ferme les lignes aériennes intérieures, c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau. C'est un peu drastique, je ne dis pas que c'est génial, qu'il ne faut pas de concertation, mais enfin ça peut aller vite. Par contre, il y a des sujets comme la santé, sur lesquels, après-guerre en 1945, je ne vais pas refaire l'histoire de la sécurité sociale, etc., mais enfin, on a fait carrément une 3e voie. On a dit, on ne veut pas s'en remettre à l'État, parce que, dans les années 40, l'État, on a vu ce que ça pouvait donner, les fonctionnaires, donc, moyen. On ne veut pas s'en remettre au marché, parce qu'on a aussi vu ce que faisait le marché, puis les propriétaires capitalistes étaient en banqueroute. Mais on va, entre guillemets, tous se sortir les doigts et dire qu'on va attribuer un salaire à tous les gens dans l'hôpital, attribuer une subvention, et pas un emprunt et un crédit à rembourser, mais de la subvention pour construire des hôpitaux. Et puis, on va en profiter pour ajouter qu'on est des êtres humains et pas des bêtes, et que donc, quand on est gamin, on bouffe gratuit, et quand on a un certain âge, on est un peu cassé, et on a le droit à toucher quand même un salaire sans contrepartie, quoi. Sans avoir eu à l'épargner dans sa vie avant, non. C'est politique, et c'est arbitraire. Dans l'absolu, le marché de l'emploi devrait être un pur marché qui dit l'offre et demande. S'il y a plus de demandes que d'offres, le coût baisse. On a décidé ça et on a dit c'est pas l'État, c'est pas les impôts, c'est la cotisation sociale. Je vais pas m'étendre dessus, c'est un peu technique, mais enfin on a dit et on va l'autogérer. Et on l'a pas fait au niveau national, on a fait au niveau régional avec une harmonisation au niveau national. Mais c'est au niveau régional que ça s'est fait parce que savoir où on crée des hôpitaux, à quel endroit c'est propice, etc. Fallait mieux le faire dans chaque région ou département que depuis Paris, quoi. Donc, première question à se poser, qu'est-ce qu'on fait dans quoi on met du gratuit? Dans quoi on met, non pas du gratuit, mais du mutualisé, du socialisé, par exemple la santé, l'éducation, etc. Dans quoi on met du privé, mais encadré? Il y a des trucs où on encadre, il y a des métiers qui ont un barème. Les huissiers, les notaires, c'est pas des fonctionnaires, c'est le marché, mais enfin ils ont payé avec un barème. Voilà, on a dit on encadre certains trucs. Et puis qu'est-ce qu'on reste comme étant strictement marchand? Donc, je sais pas, les fringues, les voitures, etc. C'est marchand. Sauf que ce truc-là, cette sphère marchande, avec le capitalisme qui s'intensifie sans fin dans sa logique qu'on a développée tout à l'heure, il finit par perdre complètement la finalité de la chose. Et donc le salaire à vie propose de dire, ce que tu disais tout à l'heure, alors non, on garde quand même un petit contrôle collectif de dans quelle direction, même dans la sphère marchande, on décide de faire et comment on fait les choses, quoi. Donc c'est pas simple, mais enfin, échelle par échelle, il y a déjà des trucs qui se montent.
Ton organisation, vous avez besoin de qui pour vous organiser? Vous êtes auto-organisé, sans moyens. Ici, on s'organise sans moyens. Enfin, il y a un tas de trucs, non pas dans le champ du travail marchand, mais dans nos activités, dans le temps qu'on passe, qu'on arrive à gérer. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, une asso, il y a des conflits, on n'est pas tous d'accord, il y a des grandes gueules, il y a des débats. Ça va plus lentement. C'est vrai, ça va plus lentement qu'une petite ère napoléonienne avec un bon dictateur éclairé ou pas. Ça va plus lentement qu'un conseil d'administration de hedge fund qui va dire d'entrée allez, je lourde 10 000 personnes ici et je vais cramer une mine en Afrique. C'est plus lent, mais ça a le mérite d'être discuté, quoi. On va en passer par là, on n'a pas trop le choix. Mais au moins, il y a débat. Encore une fois, c'est le deal, le salarié ne résout rien. Il permet de poser la question là où aujourd'hui, on n'a même pas le droit au chapitre. Oui, moi j'avais une question sur la valeur travail en fait. J'ai du mal à voir quelle est la différence entre la valeur travail exprimée par le salaire à vie et celle du capitaliste. Parce qu'en fait, dans ce que vous me décrivez, on est quand même valorisé par ce qu'on produit, ce qui est déjà le cas pour le capitaliste, sauf que lui estime que le trader vaut plus que l'assistante maternelle, par exemple. J'ai du mal à voir quelle est la différence de ce point de vue-là. L'autre question que j'ai, c'est sur la question, alors j'aime pas le mot, mais de l'innovation en fait. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a un groupe de personnes, par exemple, qui sont convaincues de quelque chose. Est-ce qu'elles auront, dans le système du salaire à vie, est-ce qu'elles auront les moyens de pouvoir s'y consacrer sans que, justement, la puissance collective ne décide ou pas de ce qui doit être produit? Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui se passe si il serait bon de modifier nos comportements, mais que la puissance collective estime que ce n'est pas le cas? Puisque je ne vois pas en fait de système, système structurellement dans le salaire à vie qui empêcherait ce genre de choses qui existent déjà dans nos sociétés. Et la dernière question, on vous la pose tout le temps, je pense que c'est une grande perche que je vais vous faire, mais c'est quelles sont les pistes de mise en place? Parce qu'aujourd'hui, globalement, le pouvoir est entre les mains des capitalistes, si je suis ce que vous me dites. Et la question que je me pose, c'est comment on permet, ou on peut s'approprier ce pouvoir, par quels moyens vous imaginez pouvoir le faire? Alors, il y a 4 questions d'un coup. Je vais essayer de m'en souvenir. La première, c'est la valeur du travail. En quoi c'est différent dans le capitalisme et dans le salaire à vie? Dans le salaire à vie, on pose l'individu. Après, c'est la foi dans ce qu'on est. On considère que l'être humain agit, ne serait-ce que pour vivre et survivre. Et c'est un animal social. Il agit en société, socialement. Et il agit sur son environnement. C'est le propre du travail. Pour vivre, pour survivre dans des conditions de bonheur tant qu'il y arrive, quoi. Et parce qu'il agit socialement, il apporte, j'ai envie de dire, bon gré, mal gré, aux autres quelque chose de plus ou moins utile, de plus ou moins constructif, mais à un moment donné, on ne sait jamais d'où va naître une idée, une innovation, un apport, etc. Et parce qu'on fait société, c'est-à-dire qu'on vit tous, entre jeunes et entre vieux, et on ne pourrait pas avoir qu'une société d'enfants ni qu'une société de vieillards, c'est pas possible. On a nécessairement besoin de socle de solidarité. La solidarité, pas au sens de dépendance les uns aux autres, comme le capitalisme le propose, mais de solidarité. C'est-à-dire que le deal, c'est qu'à un moment donné, ok, on va peut-être s'activer et peut-être qu'il faudra en passer par une petite coercition qu'on mettra ensemble, parce que là, vraiment, personne ne veut aller dans le nucléaire. On a dit, pour l'instant, il faut encore en faire un peu. Mais globalement, en début de vie, par exemple, voilà, dès 18 ans, la question du salaire étudiant, elle est réglée. Tu es en train de faire des études, où tu démarres une activité, tu es déjà payé. Enfin, je veux dire, tu vas déjà potentiellement apporter à la collectivité humaine quelque chose. Les plus grandes inventions sur Terre, elles ont été le fruit de ce que le capitaliste appelle des oisifs. Et d'ailleurs, souvent, c'était des capitalistes, tant mieux, des rentiers. Genre Darwin, fils de rentier, ouais, il s'en foutait de mettre en valeur trop de capital. Il a fait le tour du monde, il a quand même amené quelques petits trucs. Souvent, c'est entre guillemets des gens de la haute qui ont inventé ces trucs-là, parce qu'ils avaient un temps pour faire leurs recherches complètement déconnecté de tout diktat de rentabilité ou de trucs à vendre. Salaire à vie propose que ça soit offert à tout le monde, ça. Donc il affirme qu'en tant qu'être humain, tu vaux quelque chose. Tu vaux au moins de quoi survivre correctement, dignement, etc. Et tu as le droit, tu n'as pas forcément l'obligation, mais enfin tout le monde a ce droit-là, et une personne, une voix, d'aller te mêler de comment on s'organise. En gros, voilà, tu as le droit d'aller pas seulement voter tous les 5 ans, mais tu as le droit de t'impliquer, de monter un projet. Et donc, cette valeur-là,
c'est pas la même que celle du capitaliste qui dit ne crée de la valeur au sens de la monnaie, du pognon, qu'un truc quand je l'ai vendu. C'est une fiction, ce truc-là. Quand j'ai vendu un truc, il contient exactement la quantité de travail avec laquelle je vais rémunérer la personne. Donc normalement, tu devrais plus rien toucher quand tu es à la retraite. Le concept de retraite devrait même pas exister, quoi. Quand tu es enfant, tu devrais commencer un endettement au premier mois de ta naissance. Enfin, tant que tu n'es pas en train de t'employer, tu devrais t'endetter en permanence, en fait. Si on poursuit cette logique. Donc nous, on dit non, l'être humain, et c'est ce qu'il a déjà fait, il n'attend pas le salaire à vie, on s'est déjà structuré pour collectivement s'assurer nos débuts de vie, nos fins de vie et nos pendant la vie, quoi. Quand on est malade, on ne crève pas tout seul dans un coin. On n'est pas tout seul, on est systématiquement ensemble. On est sociaux ou on n'est pas. Ça n'existe pas des gens tout seuls qui font tout seuls. On dépend les uns des autres, qu'on le veuille ou non. Donc sur la valeur travail, je ne vais pas aller plus loin, mais tu me diras si ça ne suffit pas. Sur l'innovation, une bande de potes qui veut faire un truc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 2 solutions. Voilà. À défaut, soit vous avez déjà le pognon, très bien. Soit, case, bonjour la banque, est-ce que vous me prêtez? La banque va dire, ouais, c'est quoi le business plan? C'est quoi le business model? Qu'est-ce que vous allez vendre? J'y crois pas. Donc déjà, ça oriente sur ce que vous vouliez produire collectivement. Si c'était pas un truc destiné à être vendu, ou si c'est un truc nouveau, mais vous y croyez, mais vous êtes les seuls à y croire, la banque va dire, ça n'existe pas déjà, donc non. Autre solution, le crowdfunding, par exemple, un peu plus open. Vous trouvez d'autres gens à convaincre qui croient dans votre truc, et vous arrivez à lever des fonds. Et puis, voilà. Dernière solution, la banque vous prête, ou carrément des actionnaires vous prêtent, et vont dire, OK, je te prête, je crois en ton truc, je suis Xavier Niel, je crois vraiment en ton innovation, je me dis que ça peut rapporter, puis de toute façon, j'ai du pognon. Par contre, le jour où ça rapporte, c'est moi qui ai le brevet. Je te prête, mais en fait, je te prête pas, je possède en même temps. J'ai les actions dans le truc. Aujourd'hui, c'est ça les possibilités pour innover. Donc, elles sont quand même assez minces. Si ça ne répond pas à un modèle économique déjà connu, et si on n'a pas déjà quelqu'un qui a du pognon, c'est difficile. Dans le salaire à vie, ce qu'on disait tout à l'heure le collègue, c'est que si on met en commun, si on s'attribue à tous un salaire, on s'attribue aussi un pouvoir de co-gérer, de s'auto-organiser. Ça veut dire qu'il n'y a plus la case banque, dette, emprunt. Il n'y a pas besoin, en fait, cette case banque, emprunt. Ça ne veut pas dire qu'on a un tirage du billet, qu'on va voir le nouveau guichet banque publique qui file du pognon à tout le monde. Non, ça veut dire qu'en gros, l'investissement, le pognon, tu vas aller le voir à l'équivalent d'une banque, mais cette banque elle-même sera gérée par quelqu'un d'entre nous, quoi. Enfin, par exemple, les actuels banquiers qui connaissent le métier, sauf qu'ils vont le gérer avec des critères qui ne seront pas forcément ceux d'actuellement des banques capitalistes, des banques qui hébergent l'argent des actionnaires. Ça va être, est-ce que localement, il peut y avoir des systèmes comme ça de caisses d'investissement, par exemple, qui seraient des formes de banques, sur lesquelles les critères, c'est ton projet, il est local, il se fait ici, je veux que, j'en sais rien, moi, la collège ou l'AG des communes concernées donne son point de vue, je veux que des experts qui ont tenté ça dans une autre région ou un autre pays me disent comment ça a marché, qu'on mesure les conséquences écologiques qu'il peut y avoir dessus. En gros, il est assez simple le système de comment on va analyser ces trucs-là. Il est à construire. Ça n'existe pas déjà. Mais on sait le faire. Surtout avec l'administration française qu'on a, on fourmille d'idées pour se mettre des grilles de contrôle, etc. Simplement, le critère de sélection, ça ne sera pas risque, dividende, et c'est tout. Ça sera ce qu'on aura décidé, quoi. Durable, souhaitable, indispensable, etc. Et ensuite, vous allez lancer votre activité. C'est peut-être un truc, vous fabriquez, j'en sais rien, moi, des pots en terre cuite. S'ils se vendent, on dira, ouais, le truc marche, donc c'est une activité qu'on poursuit, qu'on continue de subventionner. Si le truc marche pas, sanction du marché, quoi. Non, on coupe le robinet. Le truc, c'est sympa, mais personne l'achète, quoi. Donc arrêtez d'en construire, quoi. Stop. Le marché, il sera toujours, enfin, sur certains biens, c'est toujours un bon arbitre. Hein. Faut se le dire. Si votre idée c'est de balancer, de vendre des pompes d'hiver sur la Côte d'Azur, vous avez le droit. Mais enfin, s'il y en a pas qui se vendent, on va vous dire stop, quoi. C'est tout. Si tant est qu'on ait cru au projet au départ. La dernière question, je sais plus ce que c'était. Ah oui, la mise en place. Là, on va s'appuyer des fameux déjà là. On parle Bernard Friot, qui est l'un des théoriciens de ce salaire à vie. C'est des déjà là, mais que moi j'ai pas connu. C'est des déjà là qui étaient dans les années 50 et qui ont disparu dans les années 60. Donc, je vous en parle comme on me raconte l'histoire. C'était ces fameuses caisses de sécurité sociale sur lesquelles, à l'échelle régionale, à l'époque c'était des délégués syndicaux. Aujourd'hui, le mot fait peur. Enfin, c'était en gros des représentants en AG, des délégués, des porte-paroles en AG, si on veut faire simple, qui avaient décidé que du coup,
on met en place une cotisation sociale. Donc sur tous les emplois et le travail salarié en emploi, on y ajoute le salaire de ceux qui ne sont pas dans un emploi. Hein, sur votre fiche de paye, vous touchez votre salaire direct. C'est pas ça votre salaire. C'est salaire brut et c'est tout le salaire brut votre salaire. Hein, le salaire net, c'est ce que je touche, mon pouvoir d'achat. Le salaire brut, c'est pas la charge du patron qui vient en moins et que vous pourriez toucher s'il y avait moins de charges. C'est le salaire qu'on alloue, ce qu'on disait tout à l'heure, à des gens qui, eux, vont toucher cette salaire-là, mais dans une sphère non marchande. En échange, vous n'aurez pas à dépenser ce truc-là. Hein, aujourd'hui, gagner 2000 € en France, je n'ai pas fait vraiment le calcul, mais c'est comme 4000 $ aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, 4000 $, il faut vous mettre de côté votre pension de retraite. Il faut prévoir de payer 1000 balles si vous vous coupez le doigt pour aller à l'hôpital, etc. Nous, on a fait le choix de dire on ne sait pas ce qui peut arriver à tout un chacun, on mutualise tout ça. Donc, quelque part, on vit mieux avec 2000 balles en France qu'avec 4000 $ aux États-Unis. Il faut remettre ça. Alors, comment on y arrive ? En étendant déjà, pour démarrer dans le capital, dans le capitalisme, cette cotisation, en rajoutant par exemple des tranches de fameuses charges, qui sont des cotisations, qui sont du salaire socialisé, qui sont des bouts de salaire à vie, quoi, hein, sur lesquels, en face, on a tous un droit de regard. Alors, on l'a plus vraiment, parce que sur la Sécu, l'État a repris un peu la main. Donc, moi, on m'a jamais invité à voter pour le budget de l'hôpital. J'aimerais bien, mais on nous le dit pas. On nous dit c'est l'État. Non, c'est pas l'État, mais on n'a pas beaucoup de mots à dire là-dessus. À part les pauvres infirmiers et médecins qui font la grève depuis 2 ans dans l'ignorance totale pour avoir des meilleurs salaires, on me dit non, on n'a pas le choix, l'austérité, c'est comme ça. Bon. Donc, mettre des tranches de cotisation. Il y a des idées en ce moment de cotisation alimentaire. Il pourrait y avoir des cotisations logement. Enfin, en gros, on revient à la question qu'on évoquait tout à l'heure. Décider socialement quelles sont les tranches d'activités sur lesquelles on socialise le truc, quoi. Alors, j'en profite pour faire un petit peu de pub à notre association où on va essayer de développer bientôt parce que on ne va pas attendre le grand soir et d'avoir exproprié les capitalistes pour s'en sortir. On se dit que démarrer petit, c'est pas idiot, et démarrer par au moins un premier niveau de salaire inconditionnel, par exemple 2500 balles, socialisé pour tous, non cumulable si on a déjà plus, ça coûterait pas beaucoup à trouver, au sens, ça serait simple sans bouleverser grandement les choses, mais ça serait énorme déjà pour tous ceux qui ont pas cette ressource-là pour vivre, et c'est pas mal de gens dans la misère, jeunes comme vieux, ça serait du salaire étudiant, et ça serait déjà une première possibilité un peu d'émancipation, le mot à la mode dans la gauche, mais en gros de se dire, non, si mon job, j'y crois vraiment pas et je trouve que c'est de la merde, j'y vais pas. Et dans le fameux méga chantage dont parlait Marie, ce gigantesque chantage, on peut dire, non, j'y vais pas. Je garde les 1005 et je fais pas ce truc-là. Je fais autre chose, mais je fais pas ça. Et là, ça repose le sujet, parce qu'aujourd'hui, la bonne manière de faire renverser le capital en une semaine, c'est la grève générale. En 68, pareil, on n'était pas là, on a vu ce qui s'est passé. En gros, le SMIC a doublé du jour au lendemain. Tout le monde était très bien. Mais enfin, pas doublé, mais pas loin. Grève générale. Aujourd'hui, c'est compliqué. On voit bien que les mots d'ordre des syndicaux sont parfois un peu poussifs. Enfin, même quand il y a une pandémie, on n'arrive pas à se bouger. Les gilets jaunes, ça a été le plus gros truc et ça a fini par un bout de prime. Enfin, c'est compliqué. Si tout le monde a un salaire à vie inconditionnel, le rapport de force, il commence à s'inverser. On peut dire, nous, on n'y va plus. Donc Total, Monsanto, Bayer, nous non. Démerdez-vous. Là, ils vont commencer à se mettre autour de la table et discuter, les capitalistes. Parce que quitte à tout perdre, ils vont essayer d'arracher, de sauver les meubles. Donc voilà, une des pistes, par exemple, c'est démarrer par un premier niveau de salaire. Ce serait peut-être pas idiot. Je vais peut-être prendre une ou deux questions d'Internet. Alors on a la question, comment gérer les métiers pénibles également ? Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commenter ? Un peu comme alors c'était pas forcément pénible, mais c'était pas souhaitable pour le nucléaire. Mais oui, la fameuse question qui descend les poubelles, qui fait déjà tous les métiers pénibles inutiles. Déjà, ça dégage, et c'est tant mieux. Donc, on en parlait tout à l'heure en prépa, mais enfin, faire un truc qui pollue, alors super, ça crée de la valeur dans le capitalisme. Puis embaucher quelqu'un qui va nettoyer, super. Tu vois, autoriser des suremballages alimentaires chez Monop, voilà, super. Puis derrière, se payer du ramassage de la poubelle jaune, super, on pourrait dire ni l'un ni l'autre, donc ça règle le sujet. Donc il y a un tas de trucs qui vont s'éliminer, que ce soit du luxe ou pas du luxe, mais qui vont dégager. Et puis sur ceux qui sont indispensables, on va en discuter, et soit on va se dire il y a des jobs forcés, mais enfin pour ceux qu'on force, je dis n'importe quoi, sortir les poubelles, c'est le cas un peu classique, t'es mieux payé, ou tu le fais pendant 1 an, mais t'as 1 an tranquille, temps de travail, quoi, ou roulement, quoi, ou pour certains trucs tirage, j'en sais rien, enfin. Quand on part ensemble, entre potes, faire un mois en vacances dans une baraque, on ne se pose pas la question de dire qui c'est qui fait la vaisselle, quoi.
Comment on va se faire la vaisselle s'il n'y a pas le patron qui... Bah non. Et puis on se fait pas non plus des scènes, quoi. Spontanément, on se le fait, quoi. On tourne dans les tâches. Et puis s'il y en a un qui déconne un peu, on se fait comprendre. On se fâche même des fois, mais enfin, on y arrive, quoi. On s'en sort. Il n'y a pas de raison qu'en grossissant les échelles, on s'en sorte pas, quoi. Mais ça reposera la question des métiers, parmi les métiers pénibles, ceux qui sont indispensables, et peut-être rendre leurs conditions moins pénibles, les faire pas longtemps dans sa vie, et en échange avoir voilà, ou plus de salaire, ou plus de repos et de loisirs, je pense que là-dessus, on se posera les questions qu'on sait résoudre en temps voulu, mais c'est pas un obstacle. C'est un obstacle qu'on se pose quand on est dans le capitalisme. Ouais, juste, c'est dans l'économie participative. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais en tout cas, c'est des Américains qui ont créé qui ont conceptualisé l'économie participative avec quelques points dans la structure de l'économie, qui est, à un moment donné, quand ils parlent de l'emploi, c'est déjà, ils abolissent la notion d'emploi et préfèrent l'appeler comme une liste, une assignation diversifiée à des tâches. Et en soi, ils considèrent qu'il y a des tâches qui sont agréables et des tâches qui sont désagréables. Et dans cette économie participative, je ne la défends pas, mais je dis juste ça comme un truc peut-être qui peut... mais dans l'économie participative, on est censé, à chaque individu, avoir un partage entre les tâches agréables et les tâches désagréables. Je ne sais pas si ça va dans le... C'est un exemple. Après, je rajouterais à agréable, pas agréable, le côté qui monte d'un cran et qui n'est pas résolu dans l'entreprise, nuisible ou pas nuisible, nécessaire ou dispensable, qui est peut-être déjà le débat au départ. Mais dans l'idée, par exemple. Sinon, il y a les robots. Pourquoi pas? Mais enfin, il faudra toujours les construire. Hein. Encore une fois, si demain, il y en a déjà le cas, on peut vivre avec quasi le même niveau de confort en bossant, avec moins d'emplois, et c'est ce qu'arrive à faire le capitalisme. Il est brillant, mais que ça se traduit pas par des gens au chômage au sens qui touchent moins, mais par tous on travaille moins. Moi, la retraite à 35 ans, je signe. C'est un problème. Ah ben moi aussi. Hein. Ou alors le temps de travail, 18. La réduction du temps de travail annualisé. 3 mois off, 9 mois je bosse, je prends. Après le bac. Moi aucun problème. Et c'est la force du capitalisme. Il est tellement innovant qu'il arrive à supprimer des emplois. En gros, on s'épargne de la peine, quoi. C'est magnifique. On n'a pas attendu le capitalisme pour inventer la charrue, le socle, la roue. Hein, mais alors, on l'a su tout seul. Autre question d'Internet. Sauriez-vous comment s'est déroulé le test de salaire universel en Finlande? Alors peut-être que ça te permettra aussi de préciser certaines choses. Non. Quelqu'un au courant? Je crois que ça s'est plutôt bien passé. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions dans la salle. Alors il y en a beaucoup. Je crois qu'on pourrait faire... Valérie. Moi, je voulais savoir qui allait éventuellement porter le projet politiquement aux prochaines élections, sachant qu'on sait qui le portait il y a 3 ans, mais ça n'a pas fait beaucoup d'émules. Et donc là, est-ce que justement vous avez des pistes? Est-ce que vous collaborez avec des personnes au niveau politique? Voilà, comment ça va se passer pour que ça devienne concret au niveau politique? Si tant est que vous vouliez passer par là. Nous, notre asso, elle a un but modeste, c'est de faire connaître l'idée. Déjà, ce qu'on se fait là, le but, c'est de se dire, il y a des alternatives, mais il ne faut pas se tromper. Alors, il y avait un candidat, effectivement, qui avait plutôt une version un peu différente, c'est-à-dire que, et là, j'insiste, c'est fondamental. Quand je dis salaire à vie, vous l'avez compris, il y a un corrélat derrière. C'est décision collective. C'est plus certains qui confortablement décident. Le capitalisme, tout ce qu'il nous donne, c'est du pouvoir d'achat. C'est déjà pas si mal quand on se bat dans un rapport favorable, parce qu'on peut décider d'acheter moins dégueulasse, la fameuse responsabilité individuelle. Si chacun, par son comportement, change les choses, la planète ira mieux. Oui, mais enfin bon, quand je vais chez Monop, j'ai quand même pas choisi absolument comment ont été faites les choses. J'y crois moyen, ça. Tout ce qui nous donne, le capitalisme, c'est du pouvoir d'achat. Le salaire à vie nous donne du pouvoir tout court. Du pouvoir d'achat, certes, mais du pouvoir d'agir. Donc la question que tu évoquais, qui était l'offre politique qui le porte, j'ai envie de dire qu'il y avait 2 offres, des offres politiques. Dans les candidats à la présidentielle, si on résume ça, il y en avait pour moi 2 qui amorçaient ce sujet un peu anthropologique. Il y avait Mélenchon et Hamon, les 2.
Alors, Hamon, avec un côté qui était, enfin, tel que je m'en fais, mais j'étais pas dans la campagne, mais perception de... on voit bien que capitalisme, comme il fait crever les emplois, il faut bien qu'on bouffe, puis il faut bien qu'on fasse tourner la machine, donc il faut bien qu'on ait du pouvoir d'achat. Alors c'était un peu réduit à la question, on reste dans le capitalisme, parce qu'il est comme ça, il est trop compliqué, mais enfin on corrige, on essaye un peu de corriger. Ça peut être casse-gueule, je ne veux pas m'étendre dessus, mais ça peut être casse-gueule. Mais enfin, il y avait ce sentiment de dire, on peut pas continuer à créer, enfin en gros à se créer des emplois à la con, un peu comme l'ex-URSS qui crée des faux emplois juste pour justifier du salaire. Et l'autre, c'était un peu le programme de Mélenchon, France Insoumise. Alors, il ne le disait pas comme ça, mais dans le programme, il y avait des éléments qui disaient, qui étaient des éléments d'ailleurs très portés par la CGT, maintien du salaire entre deux emplois. Hop, santé, 100% prise en charge santé, donc sécurité sociale étendue, qui sont une autre manière finalement d'entrer par une socialisation donc du salaire à vie. C'est-à-dire, si tu fais un emploi, puis 10 ans plus tard tu as un autre, mais tu as un maintien de salaire, bon. Alors c'était pas aussi ambitieux parce que j'aimais bien ce que tu disais sur la Convention climat, il y a une forme peut-être de méconnaissance dans les politiciens de métier, mais il y a aussi une autocensure. Et je pense que, faut qu'on les aide à se décensurer. N'hésitez pas à dire pourquoi penser petit, quoi. De toute façon, il faut penser radical ou pas penser du tout. Ça sert à rien, ça changera rien. Donc si on pense radical, pourquoi penser qu'on serait tous trop cons à se dire ah non, c'est impensable, les gens diront non. Est-ce que vous êtes tous en train de vous dire je vous raconte que des conneries, je suis un doux rêveur, etc. Peut-être, hein. Mais enfin, peut-être je suis un doux rêveur. Moi, je pense que le truc est possible, quoi. Il est pas inconcevable et qu'on est capable, là, sans être des experts en économie, de le comprendre. On voit bien qu'il y a à faire, mais enfin, on est capable de le comprendre. Donc, je trouve que l'offre politique se censure beaucoup là-dessus. Elle reste enfermée dans le capitalisme avec... il y a capitalisme, il n'est pas bien, on va taper sur le museau, on va faire des lois. D'ailleurs, les lois, elles obligent jamais une entreprise à faire. Elles interdisent de faire les saloperies. Donc, au pire, elles peuvent rien faire aussi, ce qui n'est pas génial. Et puis, on va jouer sur l'impôt pour corriger les trucs. Donc, il y a que l'emploi qui produit, mais enfin, comme il y a pas mal de chômeurs, on leur file un peu du fric pour qu'ils dépensent et qu'ils fassent tourner le capitalisme. On corrige et puis on les aide quand même à se réinsérer dans l'emploi. Non, justement, enfin, s'il y a moins besoin d'emploi, tant mieux. On partage le temps de travail si c'est ça qu'on veut, ou on touche un salaire, on reste chez soi. C'est moins, comme tu disais tout à l'heure, parfois il vaut mieux rester chez soi et toucher un salaire qu'aller bosser dans un truc à la con. Graeber, je lui rends hommage, il est décédé il n'y a pas longtemps, on l'avait bien montré dans ses bullshit jobs. Alors qu'un tas de gens bien payés se rendent compte de l'absurdité de leur taf. Enfin, ça les paye, tout le monde voit que c'est absurde, mais on le maintient parce qu'il faut l'illusion que l'emploi... qu'il faut justifier un salaire dans un emploi. Non, si on s'est tous dit qu'on pouvait s'en passer, on arrête. Donc l'offre politique, les tactiques, on le donne. On espère que des forces politiques vont s'en saisir. Et elles s'en saisiront parce que leurs militants le mettront à l'agenda. Et nous, ce qu'on vise là, c'est tous les citoyens que nous sommes, parmi lesquels, je suis sûr, il y a des militants, écolos, mais pas que. Et donc, je pense que c'est par nous, par la contagion comme ça de ces idées, et de la persuasion qu'elles ne sont pas utopistes, que ça a fini par... ça va sourd. Il y a une vraie question aussi de bataille culturelle à mener. C'est un truc qu'on discute beaucoup dans les mouvements écolos, parce que dès qu'on porte des mesures radicales, il y a cette espèce de bataille du sérieux qui se joue. Et le fait que vous portiez des idées radicales, ça vous recale d'office dans la position de doux rêveur, etc. Et je pense que sur la question du travail, c'est un truc qui est encore plus prégnant. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais en Suisse, ils ont eu une votation citoyenne sur la question c'était un revenu universel, c'était pas exactement un salaire à vie, mais ils l'ont refusé. Et en fait, ça, c'est aussi lié à toute cette espèce d'image d'assistanat qu'on a en fait, de mais les gens vont plus travailler, la société va s'arrêter et on va courir à la catastrophe et à l'apocalypse. Il y a vraiment un truc à déconstruire là-dessus pour décoloniser nos imaginaires et puis penser autrement. Alors on peut prendre peut-être une dernière question. Par rapport au revenu universel en Finlande, j'ai un article qui dit « Ce que révèle l'échec du revenu universel en Finlande ». Si c'est un article du Figaro, faire gaffe. C'est un article du Figaro. Non, mais il y a un autre qui dit « En Finlande, le revenu universel joue sur le bien-être ». Donc, voilà. Chacun son... Moi, j'ai juste une question à propos de... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, par exemple, ce revenu pour tous ne serait pas pour les rentiers. Mais bon, les rentiers peuvent quand même gagner tellement qu'ils peuvent être rentiers sur des générations, par exemple. Donc, est-ce que votre association a quelque chose à proposer au niveau de l'héritage et même au niveau de... Le revenu universel, oui, mais est-ce qu'il y a, du coup, pour la pénibilité, une différence de revenus? Et est-ce qu'il y a une limite à ces différences-là pour
égalisé, ou est-ce que votre association ne travaille pas sur ces questions-là? Alors, on n'y travaille pas parce que ça, quand on en sera à se poser ces questions-là, c'est qu'on aura déjà gagné ce que tu disais, la bataille idéologique. C'est-à-dire qu'on aura fait ce fameux changement de paradigme, ça fait très intello. Mais on ne se posera plus les questions dans le capitalisme, mais autrement. La pénibilité, comment on rémunère plus ou moins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On se sera mis d'accord sur le fait qu'on repère parmi les emplois les activités, les emplois indispensables, ceux qu'il faut continuer à faire. Et puis peut-être que voilà, on file plus de fric, on travaille moins longtemps, on échange. Ensuite, sur la question, j'ai oublié le début de ta question, excuse-moi, l'héritage. Oui, l'accumulation, les rentiers. Justement, alors là, c'est là que je ne suis pas rentré dans le technique. La cotisation, là je vais faire le bon vieux diagramme, j'avais promis de ne pas employer le mot, alors je ne le dis pas, mais avec en gros des trucs qui ne parlent pas beaucoup. Capital versus travail. Alias, profit versus salaire. J'ai eu mal, non, salaire, c'est non. Salaire, le travail au sens de Marx, lui je suis obligé de le caser, c'est deux choses. C'est le travail concret, c'est l'activité qu'on fait. Salut les chiens. Et c'est le travail abstrait, c'est le salaire qu'on touche. Dans le capitalisme, vu qu'il y a des propriétaires qui ont et nous qui sommes soumis, il y a quand même un rapport de force qui fait. On l'a dit tout à l'heure. Il nous est défavorable, à nous la majorité. Enfin, on a arraché des trucs, quoi. On a des salaires minimums, par exemple, ce qui pourrait ne pas être le cas. On a des on a des filets de sécurité quand même. On n'a pas rien, quoi. On vote encore sur certains trucs, etc. Et donc, la cotisation sociale, contrairement à l'impôt qui vient laisser ce rapport tel qu'il est, mais qui dit, d'un point de vue facialement égalitaire, qu'il n'est complètement pas... Après, chaque personne paye un impôt. En gros, le capitaliste paye 10 €, puis le salarié 10 €. Ouais, tu pars d'une égalité, quoi. Chacun met autant au pot. Et d'utiliser cet impôt pour corriger en disant on en pique un peu, une fois que le profit s'est fait, on va le redonner au salaire. Mais sans pouvoir, ce sera juste du pouvoir d'achat, on met de la cotisation. Et la cotisation, salaire-profit, ça c'est toute la valeur économique au sens les euros, les fameux 2000 milliards ou 3000 milliards du PIB. Là, hein. Et donc, si on ajoute sur les lignes de salaire d'emploi marchand une cotisation, donc du salaire, si on donne compte le salaire brut, pour faire clair, ces fameuses charges qui sont des contributions, mécaniquement, ça ne va pas faire monter les prix des choses. Je rappelle que dans une économie de marché, le prix d'une chose, ce n'est pas la somme de ses coûts. Hein, non, ce n'est pas vrai. Le prix d'une chose, c'est ce que les gens sont prêts à acheter. Il est défini par la solvabilité. Je veux dire, si vous êtes seul dans le désert à détenir une bouteille de coca, elle va peut-être coûter 20 centimes quand vous l'avez emmenée dans l'avion, mais enfin, si vous êtes seul et qu'il y en a 10 qui ont soif, vous leur prendrez tout, quoi. Elle vaudra à 100 balles s'ils ont 100 balles. Dans un marché, c'est la demande et les niveaux de demande qui fixent le prix. Salaire-profit, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on augmente le salaire brut, il ne va pas faire augmenter et maintenir la case profit et faire monter les prix, il va croquer le profit. Et croquer le profit, c'est à la fois croquer l'argent des rentiers, mais aussi leur pouvoir. C'est-à-dire que tout ce truc-là, non seulement c'est de l'argent qui ne va plus chez eux et qui ne va pas directement chez nous en salaire direct, mais qui va dans un truc, dans des fameuses 15 d'investissement, qu'on va co-gérer entre nous, qui va échapper au capital. Presque un peu comme l'impôt, sauf que l'impôt, c'est décidé entre 577 bons hommes là-bas, et que ça, on pourrait imaginer que c'est déconcentré localement. Et donc, le truc, c'est que voilà, au plus on croque, on augmente de la cotisation qui finance d'un côté des salaires et de l'investissement, au plus on diminue l'argent et le pouvoir des capitalistes, pour qu'à la fin, leur accumulation soit de moins en moins forte, et elles disparaissent, et que eux aussi, bien sûr, ils auront un salaire à vie. On va les soulager de ça. Il faut se dire qu'il y en a qui sont... On ne veut pas non plus les plaindre, mais il y a beaucoup de capitalistes... Enfin, je veux dire, je serais né rentier. Je me flagellerai pas tous les matins en me disant que je suis un gros salaud. Enfin, ok, pas de bol, je suis rentier, quoi. J'ai de l'oseille, je vis bien. Bon, alors, en plus, je suis peut-être sympa, peut-être que je m'impliquerai chez Alternativa, j'en sais rien. J'aurais peut-être une conscience écolo sincère, mais enfin... Si je voulais sortir de ma situation, j'aurais du mal, quoi. À moins de faire don aux œuvres de tout mon pognon, ce qui serait quand même un peu limite, parce qu'il n'y a toujours pas de salaire à vie. Je vais quand même un peu garder ça, quoi. Et donc, il faut les soulager. J'ai une responsabilité énorme. Je dois absolument maintenir mon taux de profit pour mes enfants, etc. Je suis en compétition permanente. Il faut que j'innove en permanence. Il faut que je trouve des marchés. Faut les soulager aussi, ces gens-là, de cette charge d'organisation tout seul de tout ce truc-là, quoi. Ils voient bien que le système qui font tourner les bancals, qui crament la planète, ils ont des enfants aussi, ces gens-là. Ils vont bien qu'ils leur laissent un monde de merde. Enfin, ils sont prisonniers aussi du fait que ils sont en charge, quoi. Ils sont en charge, il faut bien s'en sortir. Ils ont une conscience. Si Bill Gates met du pognon dans une fondation, c'est pas uniquement pour refaire du pognon avec, c'est qu'il se sent bien qu'il y a un peu de saloperie qui se fait dans le système dans lequel il émarge. Il n'en est pas l'auteur, il est né dedans. Du coup, il faut épargner aussi aux capitalistes cette charge
et les dérives qu'ils peuvent en faire parce qu'ils sont contrôlés par personne, quoi, bien sûr. Hein. Mais il n'y a pas c'est pas les gentils, les méchants et les cyniques contre les exploités. C'est pas juste ça, quoi. Et salaire à vie, c'est ensemble. On le fera aussi parce que lâche en se disant ouais, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Et il faudra pour ça que le rapport de force commence à s'inverser. Voilà, merci. Alors je suis désolé, mais on va pas prendre d'autres questions. Alors qu'effectivement, je pense qu'il y aurait plein de choses à débattre. On l'a vu qu'en fait, le salaire à vie, c'est une réappropriation aussi du politique et des décisions. Et du coup, forcément, il y a plein de choses dont il faut discuter de comment on fait. Si vous voulez en savoir plus, on a mis des liens sur la page Facebook vers quelques vidéos qui expliquent aussi ce que c'est que le salaire à vie. Aussi, on envisage à la base de faire peut-être un cycle sur les alternatives, les alternatives au capitalisme. Donc ça pourrait être l'occasion de faire des tables rondes où on ait plus le temps de discuter, etc. etc. S'il y en a qui ont envie de s'investir là-dedans, on est tout à fait preneur. Voilà, et juste pour conclure, en fait, je voudrais qu'on reprenne 5-10 minutes pour réfléchir à concrètement quelles seraient les actions qu'on pourrait avoir ensemble entre militants écolos et militants du salaire à vie. Voilà, pour bosser ensemble et être le plus efficace possible. Alors je ne sais pas si Marie, tu veux commencer. Ouais, je peux commencer. Je pense que la chose directe aujourd'hui, maintenant, et sans trop se poser de questions, c'est la question de la défense du service public. Et nous, c'est quelque chose qu'on porte à Alternativa, dans lequel on s'est impliqué dans la dernière manif retraite et dans les manifs soignants récemment. Parce que ça aussi, c'est une part... c'est déjà un petit bout d'utopie. C'est ce qu'on a de plus concret et de moins sous l'emprise du capitalisme maintenant. Donc, il faut non seulement le défendre, mais en plus l'étendre et le défendre... pas dans une perspective de peur et de position défensive, mais d'essayer de porter ça plus largement, de l'étendre et de soustraire un maximum de choses à la marchandisation de tout. Ça, c'est une première chose que je vois. Après, il y a cette question de la bataille culturelle, où je pense qu'il y a une vraie responsabilité à démocratiser, à parler de ces sujets, à les inscrire assez systématiquement dans nos débats. Et je te laisse compléter. Ouais, non, mais un peu sur comment on peut lutter. Enfin, nous, effectivement, changer le vocabulaire, pas penser petit, quoi. Pas juste défendre, non, alors, les étendre. Pourquoi limiter la casse quand on peut inverser le truc et aller plus loin? Enfin, je veux dire, chopons l'avantage et quand on a un avantage, on le pousse, quoi. C'est comme ça. Ensuite, moi, sur là où nous, on est, je vous dis, on n'est pas très bon. C'est déjà, on a pas mal de militants hyper cultivés, mais pour pas mal d'entre eux, ils sont hyper vieux aussi. Donc, il faut qu'on fasse... Non, mais c'est vrai, je les adore, je les salue d'ailleurs, tous qui soient. Il y a des jeunes aussi, il y a des moyens comme moi. Bon, donc, nous, on a du mal à... tout ce qu'on se raconte là, enfin, je me suis enfilé quelques années de YouTube, et de bouquins pour le faire, parce que j'ai un bon salaire, j'ai le temps pour, je suis à temps partiel, j'ai eu la chance de m'octroyer les conditions pour monter en puissance. Et là où on n'est pas... C'est là que je t'interpelle, on n'est pas hyper bon, c'est... communiquer, comprendre ces enjeux-là à nous tous et dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire. En gros, faire comprendre ce que c'est la politique, quoi. C'est de s'occuper, c'est de s'organiser ensemble, c'est ça la politique. C'est décider de comment on s'organise ensemble pour vivre collectivement. C'est ça la politique, c'est pas autre chose, c'est pas un truc de pro. Et on a du mal à communiquer sur ces idées de salaire à vie parce que, on en parle 1 heure, c'est un peu compliqué. Et là où je vous trouve fort, c'est que vous avez des structurations militantes, vous n'êtes déjà pas qu'une ou 2 assos qui parlent de ça, c'est le cas en France, le salarié, il y a peut-être 2 assos ou 3 assos, vous êtes beaucoup, et j'aimerais que tu nous expliques, que tu nous enseignes aussi comment vous arrivez à affecter, c'est-à-dire à mobiliser des jeunes, à faire des actions coup de poing, dont même les médias sont obligés de parler, alors que je ne pense pas que vous ayez vu BFM devant une grève ou une conférence gesticulée de Bertrand Friot, enfin bon, ça marche moins bien, quoi. Les panneaux salaire à vie, on en a un, mais les gens, ça les intrigue, ça les amuse, mais enfin, c'est dur de communiquer dessus, on a du mal, quoi. Et on se dit que on a des choses à apprendre de vous, et on a sûrement aussi, par le biais de l'écologie, et donc l'écologie politique, des choses peut-être à construire avec vous, quoi. Sur la question, de toute façon, on n'est pas... c'est un travail constant, la communication. On est plutôt une asso, nous, c'est plutôt l'inverse, on a plutôt que des jeunes. Enfin, au-dessus de 30 ans, il y a relativement peu de monde à Alternativa et à NV, même si ça change lentement. Nous, les portes d'entrée qu'on essaye de prendre pour rameuter des gens, c'est vraiment la porte d'entrée par lesquelles les gens arrivent. Donc c'est un peu de recruter par tous les moyens possibles, et pas forcément par les portes les plus radicales. Donc pas forcément arriver d'entrée avec des théories, avec des positionnements politiques et des mots qui font peur à quelqu'un qui a grandi devant BFM.
mais d'essayer de rassembler le plus largement possible. Donc ça passe par des événements qui sont mignons, comme les marches climat, et qui vont permettre d'impliquer énormément de gens au niveau bénévole et de faire en sorte que les gens ensuite viennent dans le mouvement et se radicalisent petit à petit. Il y a la question de l'action directe. Il y a des gens qui ont aussi envie de s'impliquer là-dedans parce qu'en fait, il y a, je pense, vraiment un besoin d'action coup de poing pour aussi qui évacue un peu le désarroi qu'on peut ressentir quand on grandit dans cette société-ci. Et après, en fait, on a les avantages et les défauts d'un mouvement de masse. On ne peut pas communiquer de la même façon que quand on est entre experts, en train de faire quelque chose de pointu. Et du coup, ça a aussi ces limites-là. On a aussi des manques, des fois. C'est compliqué de parler à BFM en leur disant « Salut, on est anticapitaliste, il va falloir changer le système dans les 3 prochaines semaines. » Ça peut les faire rire. Ça peut les faire rire, mais en fait, il y a vraiment cette bataille du sérieux qui est compliquée, où on est tout le temps sur un fil entre créer un mouvement de masse et pas perdre dans sa radicalité. Donc là, je pense qu'on a aussi des choses à échanger là-dessus et pour se nourrir mutuellement. On va essayer. On va se revoir. Déjà, cette conférence, je pense que les gens ici, probablement, ça va cogiter, et donc ils vont se dire le salaire à vie, qu'est-ce que c'est, machin, là. Ils vont taper sur Google, etc. Ils vont se renseigner. Donc, c'est ce genre de choses, c'est aussi utile pour ça. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je voudrais déjà vous remercier pour vos interventions. Je pense qu'on peut les applaudir. Je pense qu'on peut aussi applaudir tous les bénévoles de la base. Il y en a beaucoup derrière le bar là-bas. Il y en a ceux qui ont fait la vidéo. Et sans vous, rien n'est possible. Et je vais juste faire un petit peu de pub pour les prochains événements qui vont avoir lieu à la base. Donc jeudi, on a un vernissage du collectif Interurgence qui retrace donc des luttes du collectif Interurgence. Samedi, on va avoir un débat sur la sortie d'un livre, L'effondrement de l'Empire humain. La semaine prochaine, on va avoir un débat avec Fatima Wassak pour la sortie de son livre La puissance des mers. Et le week-end du 18 septembre, on va organiser un gros festival qui s'appelle le Festival des Possibles, où il va se passer plein de choses. Donc voilà, je vous invite tous à venir participer à cet événement. Et merci à vous. Merci Émile.